minorité dans la science-fiction, fantasy et fantastique, et dans la littérature en plus générale. Donc j'ai avec moi 4 auteurs, hein. Donc Luce Baster, que nous saluons. Ah bah non, les applaudissements, c'est énorme, hein. Alors, Sylvie Van Wilder, Vincent Passy et Jeanne Batz, que nous ne présentons plus, mais qui va se présenter toute seule. Voilà. Ah non, mais en plus, tu ne déconnes pas. Ah non, non, je ne déconne pas. Bon, donc bonjour, je suis Jeanne et je n'ai pas arrêté d'écrire de la science-fiction depuis très longtemps. Environ depuis 2006. Mais heureusement, j'ai quand même essayé de me soigner, donc j'ai fait un tout petit peu de mythique, de fantastique, et même une fois j'ai commis, c'était la consécration, j'ai réussi à écrire de la fantaisie. Mais en fait on m'a dit oui, mais en fait tu t'es trompé, c'est de la fantaisie, oui. Mais on voit bien qu'en fait c'est de la science-fiction dessous, parce que ton histoire de monde parallèle, là c'est quand même super louche. Donc voilà. Un grand classique depuis... Voilà, c'était... Il y avait bien des dieux nordiques dedans, mais il y avait une explication scientifique, j'ai pas pu m'en empêcher. Non, je suis vraiment désolée, je suis tombée dans le chaudron. Voilà, dans Julia Verlanger toute petite, donc du coup, la science-fiction, je sais pas trop faire autrement. Même les histoires de vampires, ça se passe dans le futur. Et d'ailleurs, la fin de mes histoires de vampires, c'est la fin de l'humanité. On constate qu'un vampire recrée l'humanité dans un labo de biologie, parce qu'il a très très faim, et que même si on s'est tous massacrés dans une holocauste nucléaire sans nom, c'est pas tenable. Donc il recrée l'humanité, il commence par bouffer les bébés qu'il crée, puis finalement il s'ennuie. Donc du coup, il finit par les élever. Et voilà, et ça recommence. Voilà. C'était une de mes premières histoires de vampires. Voilà. Et ton roman ton roman qui parle le plus des minorités? En fait, tous. Tous. Voilà. Parce que le héros de science-fiction, basiquement, il est minoritaire. Déjà. Comme le lecteur de science-fiction, déjà. Faut quand même être clair. De moins en moins. On doit être... Allez, soyons bons, 15 000 en France, j'appelle ça une minorité à ce stade, maximum. Quand on dépasse les 15 000 de tirage pour un bouquin de science-fiction, c'est qu'il y a des gens qui ne le considèrent plus comme de la science-fiction. D'accord. Voilà. Alors, à part ça, dans mes romans, il y a basiquement des gens qui ont des problèmes d'ordre mentaux, donc des handicapés. Alors, il y a des gens que je n'arrive pas à appeler minoritaires. Par exemple, des femmes, des gens de couleur, qui ne sont pas minoritaires du tout, mais qui sont vachement discriminés. Donc, est-ce que... J'ai tendance à trouver que le mot minorité, c'est pas le bon. C'est discriminer le mot. On y arrivera un peu plus tard. Non, je vais bouffer sa table ronde. Ça forme pas. Non, on va y arriver. Voilà. On va passer la parole à Vincent, donc, qui va se présenter, qui va nous présenter son roman qui parle le plus des minorités. Ah, c'est pas compliqué de trouver mon roman qui parle le plus des minorités puisqu'il n'y en a qu'un. Donc c'est mon seul et unique roman, même si j'ai publié plusieurs nouvelles qui elles aussi abordent des minorités. Donc je pense que moi, les minorités que j'aborde le plus dans mes textes, c'est tout ce qui relève du LGBTQIA+. Voilà, donc tout ce qui est intersexualité en général. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Eh ben, on va passer le micro de l'autre côté à Cindy. Donc pour se présenter, je suis l'auteur des Outrepasseurs, qui est une saga de fantasy urbaine mêlée de fantastique, mêlée de plein d'autres choses, et de Memorex, qui lui est un one-shot, ce que je confirme, et qui est un thriller de science-fiction. Quant à savoir l'ouvrage qui représente le mieux chez moi ou les minorités, j'aurais en fait du mal à choisir, tout simplement parce que aussi bien dans les Outrepasseurs que dans Memorex, je pense
avoir mis aussi un point d'honneur quelque part à parler des personnes qui ne trouvent pas souvent leur voix dans les médias mainstream ou tout simplement dans notre société en général. Je suis Luce, mais moi aussi, comme Vincent Passy, c'est mon premier roman. Et pareil, au niveau des nouvelles, j'aborde toujours plus ou moins le thème des... En fait, pas le thème des minorités, mais j'aime bien mettre en scène des personnages hors du commun, des personnages qui sont délaissés souvent dans les textes, parce qu'effectivement, c'est pas forcément des personnes qui sont minoritaires, mais simplement des gens effectivement dont on ne pense pas de parler, à qui on n'ose pas donner la parole. Ça peut paraître... effectivement, il y a tous les LGBT, les personnes de couleur, les personnes défavorisées, les gros, les petits, les moches, les tordus. Voilà, tous ces gens-là qui sont largement majoritaires parce que finalement, les beaux bruns, ténébreux, en pleine santé, c'est quand même pas la majorité. Alors, on va continuer par Luce avec la deuxième question. Pourquoi avoir choisi donc un héros faisant partie donc d'une minorité? En fait, j'ai pas choisi un héros qui appartient à une minorité où j'ai choisi une histoire, je raconte une histoire et il se trouve que mes personnages, chacun à leur manière, représentent plus ou moins une originalité. À partir du moment où ils sont originaux, ils sont minoritaires et puis c'était quelque chose de naturel. Et puis c'est vrai que j'aime bien les personnages qui ont... j'aime pas les personnages qui sont lisses. Et il n'y a rien de plus lisse finalement qu'un personnage standardisé. Donc automatiquement, je me retrouve toujours avec des personnages appartenant aux minorités. D'accord. C'est dit. Je dirais un petit peu la même chose que Luce. Moi non plus, j'aime pas du tout les personnages lisses, du moins que l'auteur vous dit dès les premières pages, voilà exactement comment il va être. Personnellement, j'aime bien le découvrir au fil de ma lecture. Et c'est à peu près la même chose au fil de l'écriture, les personnages qui d'abord s'imposent à moi et avec lesquels je fais connaissance. Bizarrement, c'est vrai que la plupart peuvent relever de ce qu'on appelle donc les minorités. Et personnellement, j'en suis très contente. Vincent. En ce qui me concerne, j'ai un grand nombre de personnages qui font partie de ce qu'on appelle une minorité du point de vue de la sexualité. J'aborde en particulier la question de la transidentité. J'ai beaucoup de personnages qui sont transgenres, qui soient opérés, pas opérés ou en passe d'être opérés, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mes textes. Donc si je devais parler des minorités dans SFFF, moi ce serait vraiment sur ce point-là. Mais en règle générale, je préfère toujours des héros qui sont marginaux et qui ont un problème d'intégration. Voilà. Donc, du coup, tous mes personnages sont toujours comme ça. Et c'est une source inépuisable d'histoire. Lancelot, visiblement, ne fait plus recette. Jeanne? Je vais rejoindre mes collègues là-dessus. Le héros parfait et achevé n'a aucun intérêt, donc basiquement le coup de la quête, le but de la quête, c'est de traverser tout un arc narratif où on a un héros au départ faible ou en état de faiblesse ou avec un problème à régler, et à la fin il a plus ou moins réglé son problème ou au moins composé avec. Donc basiquement, ça va nous amener des héros qui n'appartiennent pas à l'écrasante majorité, qui paraît-il n'a pas de problème, mais c'est pas vrai en fait, parce que l'écrasante majorité elle est névrosée comme tout le monde. Le fait est que dans mes romans,
je vais aborder les problèmes le thème de la LGBT, mais de toutes les discriminations, que c'est un propos politique chez moi profond, que je n'envisage pas, comment dire, dans ma définition de la science-fiction, il entre que le livre doit avoir un propos. Ça ne veut pas dire que je mette de côté de la science-fiction toutes les grandes aventures où c'est juste du fun, hein. Et au contraire, d'abord, j'adore ça. Mais une des bases pour moi profonde de la SF, c'est ça, c'est avoir un propos politique. Or, la politique, c'est la vie de la cité, et dans la vie de la cité, il y a gérer les citoyens ensemble. Et donc permettre à tous de... Je dirais pas s'épanouir, c'est trop utopique, on n'est pas dans Star Trek, mais au moins d'essayer. Voilà. Et tous mes héros sont donc plus ou moins dans cette problématique-là, alors surtout en jeunesse. En jeunesse, parce que alors là, je suis carrément, je suis même plus pédagogique, je suis didactique. Je travaille énormément sur les représentations, toutes les représentations, y compris LGBT. Et là, je le fais massivement exprès. Pixel Noir, j'ai fait exprès de mettre à l'intérieur un personnage qu'on ne peut même pas qualifier de secondaire, parce qu'il est vraiment une marque à la culotte, si j'ose dire, le sujet, le personnage principal, qui est homosexuel. Et ce que je dis dans le bouquin, c'est les petits mecs, lâchez la grappe à vos copains homo, ils peuvent très bien être votre pote sans vous mettre la main au cul. Voilà. Alors, donc, tu vas garder le micro. Pour la question suivante, en quoi vous sentez-vous concerné par le sujet des minorités? Alors, je suis humaine et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Voilà, ça sera ma réponse. D'accord, et bon, on va passer à la réponse de Vincent. En quoi je me sens concerné par les minorités? Pour de très nombreuses raisons. Voilà. C'est clair, merci Vincent. En quoi je me sens concernée? D'abord, je vais dire en tant que personne et aussi en tant qu'écrivain, parce que je pense qu'un des rôles fondamentaux de la littérature, c'est aussi de pouvoir sortir du cadre, de pouvoir mettre un bon coup de pied aux préjugés qui sont quand même légion dans notre société, et aussi de pouvoir sortir de la recette que 90% des médias que nous avons l'honneur parfois, c'est ironique, hein, je le dis, de regarder chez nous, nous sort une recette qui certes est parfois légèrement enjolivée ou légèrement modifiée pour nous faire croire que c'est des nouveautés, mais en fait non, c'est toujours la même vieille recette. Personnellement, ça me gave toujours bien. Donc voilà, moi personnellement je me sens le luxe dans mes œuvres littéraires de pouvoir sortir de ce cadre. En quoi je me sens concernée? En fait, je dirais peut-être quelque chose de plus personnel, dans le sens où, on parlait des LGBT+, je fais partie du petit plus, et c'est ce qui veut dire que, personne ne voit rien, personne ne le pense, et malgré tout, c'est quelque chose on a l'impression d'être en marge de la société, parce que les gens vous voient à travers une représentation que la société a fait de vous, et la personne qui vous regarde, c'est un étranger, et ce n'est pas vous. Et je pense que c'est à ce niveau-là que je me suis rendu compte que la représentation dans les livres, et en littérature ou au cinéma ou quoi, ça comptait. Pendant très longtemps, je l'ai nié, c'est-à-dire je m'identifiais à des personnages sans me préoccuper de ce qu'ils étaient vraiment, mais par rapport à l'image que moi je m'en faisais. Mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément évident pour tout le monde de faire ce genre de gymnastique, parce que tout le monde n'a pas la même imagination, et que donc il y a des gens qui ont vraiment besoin
de pouvoir se retrouver à travers les littératures et qui ne se retrouvent pas. J'ai écrit un article sur mon blog il n'y a pas très longtemps où je citais une phrase de John Barrowman. John Barrowman, c'est l'acteur qui joue dans Torchwood le Capitaine Jack, et qui disait pour moi le Capitaine Jack c'est le genre de personnage que j'aurais aimé lire quand j'étais enfant. C'est quelque chose qu'il dit dans ses mémoires, et qui ne sont pas vraiment des mémoires d'ailleurs, et effectivement pour des gens comme ça, ils ont l'impression qu'ils n'existent pas quand ils ouvrent des bouquins, parce qu'il n'y a aucun personnage en fait qui colle à ce qu'ils ressentent. Et c'est en ça que je pense que c'est important de donner la parole à des personnages qu'on a pu croiser, qui nous touchent dans la vie, et puis qu'on oublie quand on se met à passer à écrire, et je trouve que c'est dommage. Alors, on va passer à la question suivante. Alors bon, il y en a que les grands fans de l'homme au chapeau noir et à son bibliothécaire orang-outan ont reconnu le peuple que je décrivais dans mon intro. Bien entendu, je parlais du peuple des Weefremen dans l'œuvre de Terry Pratchett, les films de McNeagle, au langage imprononçable. Est-ce que la littérature de l'imaginaire est un moyen de faire passer un message, quel qu'il soit, en douceur aux gens? C'est-à-dire de leur faire comprendre un message qu'ils ne comprendraient pas dans une discussion abrupte. Mais en cachant le message dans une aventure, on a plus de facilité. En ce qui me concerne, c'est ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire que je ne cherche pas à être didactique. J'offre une histoire, un contexte, un univers, et après, en fait, le plus beau compliment qu'on m'a fait sur mon roman, ça a été des lecteurs, non pas tous les retours que j'ai eus qui sont très positifs, mais en fait, les quelques personnes qui sont venues me voir et puis qui m'ont dit ah mais tu m'as sorti de ma zone de confort. Et je trouvais que c'était la chose la plus qui m'a touchée, en tout cas personnellement, qui m'a le plus touchée. Personnellement, je ne cherche pas non plus à être didactique ou même à être spécialement douce dans mes histoires ou dans les messages que je veux faire passer. Je trouve que l'imaginaire n'empêche pas, loin de là, donc, les réflexions qu'on peut avoir et qui sont toujours très actuelles. Au contraire, c'est peut-être un moyen aussi de les rehausser et de les mettre aussi en exergue dans une histoire. Ensuite, ce qu'a dit Luce, c'est très juste. Il y a aussi la question de la représentation et des personnes que cela peut toucher, que cela peut faire réfléchir aussi. Et c'est aussi une question très importante, tout au moins et surtout de nos jours. En ce qui me concerne, je dirais pas que j'essaye de faire passer un message quand j'écris, vraiment pas. Je conçois pas l'écriture comme un moyen de faire passer un message. Après, les lecteurs ils trouvent ce qu'ils veulent, le message qu'ils veulent. Et j'ai un imaginaire assez violent, assez sanglant. Donc je pense que l'imaginaire, c'est pas. Ma conception de l'imaginaire, c'est pas de faire passer un message en douceur. C'est même tout le contraire. En réalité, je dirais, c'est plutôt le fantastique en règle générale et l'imaginaire, ça permet justement de mettre en valeur, de grossir le trait. Alors c'est pas systématique évidemment, il y a des fantastiques subtils aussi, mais faire passer un message en douceur, ouais, aucun des deux pour moi, parce que j'ai pas spécialement envie de faire passer de message, et en douceur non plus. Alors, on va reprendre la question au départ qui était est-ce que les littératures de l'imaginaire permettent plus ou moins que de... Alors je vais te répondre clairement, je pense que non. Pas plus que la littérature générale, le mainstream. À partir du moment où on crée un héros, un personnage ou un protagoniste auquel le lecteur s'identifie, que ce soit dans un contexte réaliste ou métaphorique, on est de toute façon dans la représentation et
réalisme comme fantastique, comme fantasy, comme science-fiction, parviennent très bien à faire ou non passer des messages. Cela étant, je suis de l'école de Sartre et d'Heyerdahl. La fonction de l'écrivain est de dire le monde afin que nul ne puisse s'en dire innocent. Donc, je suis désolée, tu crois peut-être que tu ne fais pas passer de message, mais tu en fais passer un, le tien. Et quoi qu'il arrive, en vieillissant, on devient beaucoup plus proche de son message, on se voit plus. Il y a même des fois où on se voit tellement qu'on se dit ce texte-là ne vaut rien parce qu'il n'y a plus que le message. C'était un des problèmes d'Heyerdahl d'ailleurs, dont il m'avait confié. C'est qu'il y avait un moment où il se retrouvait à écrire des scènes où ce n'étaient plus les protagonistes qui parlaient, mais des idées qui s'échangeaient en direct. Ce qui les rendait parfois abruptes pour un lecteur qui n'avait pas forcément envie de faire de la philosophie dans son livre. Mais comme il se voyait, il était tout à fait capable de reprendre le truc et de le rendre, je ne dirais pas digeste, parce que tout ce qu'écrivait Yal était merveilleux de toute façon, même quand il était un peu froid. Mais avec un peu plus de lien. Voilà. Un peu plus on sortait de la philosophie pour entrer dans l'humanité. Mais Yal se sentait peut-être aussi un peu poursuivi par le temps à l'époque. Et donc voilà. Alors je crois que c'est une question à laquelle tu as déjà à moitié répondu tout à l'heure. Mais je vais prendre un exemple, toujours à cause de mon intro et des personnages très pratchettiens. Est-ce que les personnes aux cheveux roux sont une minorité ou pas? Il y a des roux. Je vis avec un roux, donc je sais pas, on est 50% à la maison, donc j'ai pas l'impression qu'il soit minoritaire. Voilà, non, pourquoi? Sauf s'ils le sentent comme ça, mais je n'ai pas remarqué, moi. Qu'en pensent les roux de l'assistance? Tu en penses quoi? Les cours d'école sont formels, les rôles sont une minorité. Ah, d'accord. Comme j'étais moi-même dans la cour de l'école une sorte de minorité, je n'ai pas constaté qu'il y en avait d'autres. Chaque minorité se voit elle-même. Voilà, c'est ça. Alors les roux sont 15% de la population mondiale. Ça fait quand même du monde. Hein. Il y a de quoi faire un bon petit pays avec, hein, quand même. C'est un peu comme la minorité homosexuelle, ça fait 7% de la population. Là aussi, il y a de quoi faire un pays avec une sacrée minorité. Du coup, les homosexuels sont plus nombreux que les roux. En remarque, il y a des roux homosexuels. Est-ce que dans les 7% d'homosexuels, il y a 1% de roux? C'est ce que je voudrais savoir. Vincent? Parce que je pense des roux. Non, est-ce que les roux sont en minorité? En fait, avec cette question-là, je te reformule une question. Qu'est-ce qui définit une minorité ou pas? Si tu veux que je reformule, Ah bah oui, le nombre. Et le pouvoir aussi. Oui, le pouvoir qu'a la minorité aussi. Oui, c'est vrai, bien sûr. Oui. Et alors les pauvres sont une minorité, si j'ai bien compris, puisque tout pouvoir est chez les riches. Ah, il faut les deux en même temps, chérie. Donc les riches sont une minorité. Mais ils ont le pouvoir. Bah oui, c'est là que tout... Voilà, tu vois, on se retrouve dans une problème de définition, on est vraiment dans le dur de la SF. C'est ça. La définition, c'est qui parle de qui, en fait. C'est la majorité qui parle des minorités très souvent. Voilà. Oui, de toute façon, on peut aussi voir qui est la majorité et qui est la minorité, parce que ça varie énormément selon le contexte où on se place et qui parle, effectivement. Sinon, je te confirme qu'effectivement, les roux sont une minorité. Effectivement, de savoir qui parle, c'est important aussi, on le voit, puisque par exemple, quand on pense actuellement que c'est une minorité, finalement, qui nous impose notre façon de voir, à travers certains concepts, certaines idées ou idéalisations qui ne correspondent qu'à leurs propres idéaux, et qui sont en train d'essayer de nous formater
Et finalement, redonner la voix aux minorités, c'est une manière aussi d'échapper à ce formatage. Et c'est en ça que je pense que ça peut être intéressant et que c'est aussi important. Et c'est aussi très militant. Et ben on va petite question vers le public, c'est justement est-ce que des membres du public ont une question à poser à notre table ronde? Ça n'a pas chaudé les autres. Moi, j'ai pas encore tout à fait formulé ma question, donc attendez, je réfléchis. C'est par rapport justement à cette question des minorités, on parlait de contexte effectivement, et moi ça me faisait plutôt qu'aux roux, ça me faisait penser aux gauchers, par exemple, qui ont été longtemps considérés comme une minorité, ou en tout cas comme des dominés, oppressés, si on veut changer de mot, qui sont une minorité en termes numériques, mais qui ne sont plus en tout cas qui n'ont plus le même statut social aujourd'hui, qui ne sont plus aussi discriminés. On ne force plus les enfants gauchers à devenir droitiers, ou en tout cas plus trop. Alors après, si quelqu'un veut contredire ça par une expérience, je suis tout oui, mais il me semble, voilà. Donc, et du coup, là où je voulais en venir avec cette question, c'est justement, est-ce que dans la SF, on peut aussi peut-être présenter quelque chose de plus optimiste sur ces minorités, montrer un futur où peut-être on voit que c'est possible, que oui, peut-être que dans l'avenir, les personnes de couleur, les personnes LGBT, les personnes en situation de handicap, tout ça ne seront plus victimes de discrimination. Est-ce que ça peut être un côté cool de la SF, de se reconnaître et de voir une société où d'un seul coup on n'est plus opprimé, c'est trop cool. Alors ça a été fait une fois, mais déjà en 1966, oui. Dans Star Trek. Voilà, mais voilà. En fait, c'est une des grandes questions de la SF. Effectivement, l'intégration d'un peuple opprimé, ça fait partie des grands thèmes de la science-fiction. Et ça marche dans la science-fiction. Dans Star Trek, l'équipage de la passerelle était étudié au quart de poil près. Par exemple, Hikaru Solo, peut-être que c'était le lieutenant asiatique, mais il n'a aucune racine ni japonaise, ni thaï, ni chinoise. On a cherché à représenter l'Asie par lui. Un seul personnage. Le lieutenant Uhura, c'était non seulement la première fois qu'on confiait un rôle de premier plan à un acteur noir, mais en plus une actrice noire. Au point que, alors c'est une histoire déjà très connue, vous me dites si vous le savez, le pasteur Martin Luther King a conseillé à Michelle Nichols, qui voulait abandonner la série, de ne pas le faire, parce qu'elle était l'unique représentante de la communauté afro-américaine à la télévision à une heure de grande écoute. Et qu'elle allait susciter forcément des envies, des besoins, des représentations qui feraient que d'autres la suivraient. Et ça n'a pas lutté. Whoopi Goldberg a vu cette femme noire à la télé, s'est dit « Ah bon, et bien moi aussi, ça va pouvoir être possible ». Et donc, non seulement elle est devenue la grande actrice qu'on connaît, mais elle s'est démerdée pour être dans Star Trek à son tour. Voilà. Donc, la représentation, ça marche. Moi, j'ai grandi avec Star Trek, que j'étais au Canada à l'époque où c'est sorti, et ça a énormément influencé ma façon de voir, parce que justement, j'avais 8 ans quand j'ai découvert O'Hara, et quand j'ai découvert aussi Anton Tchekhov, qui était quand même une grosse nouveauté, puisqu'on était en pleine guerre froide, et la présence d'un Russe sur la passerelle aussi, c'était quelque chose d'inimaginable. Un russe timide. Hein? Un russe timide, mais en même temps assez fier de sa patrie quand même. Hein? Et c'était aussi une série de SF positive qui nous offrait un futur qui donnait envie de réaliser des choses, parce que justement c'était optimiste. Et j'étais
toujours imaginé des histoires de SF. J'ai mis très longtemps avant de me décider à passer à l'écrit, pour tout un tas de raisons. Et je ne peux pas concevoir autrement la SF que de cette manière-là. Donc, mon histoire, j'ai des personnages qui sont effectivement issus des minorités, mais justement au niveau du contexte, j'ai aussi fait bouger les minorités. Parce que bon, ça se passe dans 1000 ans, et puis les hommes ont quitté la Terre, et puis ça a reconfiguré aussi une certaine partie, une certaine façon de penser. En fait, donc il y a certaines choses qui me paraissent logiques, qui s'atténuent avec le temps, en tout cas je l'espère. Parce qu'actuellement j'ai plutôt l'impression qu'on part en régression par rapport à certaines choses. Il y a des rousses dans Star Trek. Notamment le docteur Crusher, la mère de Wesley Crusher qui est rousse et dont est amoureux Patrick Stewart pendant un moment, et le capitaine Janeway. Voilà. Donc il y a des rousses. En revanche, je dirais, là où ça pêche un petit peu, en tout cas dans les premières séries de Star Trek, il y a aussi l'époque qui veut ça, il n'y a pas du tout d'LGBT. Alors c'est pas vrai. Il y a un épisode où il flirte avec ça, dans TOS. Mais c'est un peu comme le premier baiser interracial. C'est voulu par une truc extraterrestre. Tu dois le retrouver. Là, je ne l'ai pas en tête. Ah ouais, là, alors, par contre, là où ça a été clair, net et précis, sans bavure, c'est dans le tout dernier Star Trek, sans limite. Là, on a Hikaru Sulu qui va se balader avec son mari et leur petite fille. Là, on a un bon plan dessus, c'est clair, ils sont mariés tous les deux. Et tout va très bien, Madame la Marquise. Voilà. Mais il y a déjà des trucs dans Star Trek, la première série, dans la seconde. Alors, ils n'arrêtent pas de baiser, donc ils finissent toujours par baiser. Aussi avec un mec, puisqu'ils ont baisé avec le cactus d'à côté. Donc, il n'y a pas de raison. Non, Star Trek, avant John Barrowman, ce sont les pansexuels de la galaxie. Voilà. Et c'est ce qui rend John Barrowman si séduisant, c'est que tout le monde peut se le faire. Oui. Et puis en plus de ça, ces canons de la beauté, ils ne sont pas stéréotypés. Il n'a pas de canon de la beauté. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est qu'à travers les yeux du personnage du capitaine Jack, tout le monde est beau, tout le monde est sexy, et tout le monde a du charme. Même une baleine de l'espace. Je vous jure que c'est vrai. Non, en fait, je voulais savoir du coup si Cindy et Vincent avaient quelque chose à dire, à répondre à Mademoiselle. Sur les baleines de l'espace, non, pas spécialement. C'est une découverte aussi. Alors, tu saurais qu'il y a aussi des méduses géantes de l'espace et qu'il y en a des bleus et des roses. Et je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, en parlant de Star Trek, il y a un mème qui est arrivé dernièrement suite aux guerres de religion. C'est un petit garçon qu'on devine catholique américain, voilà, bien pensant, qui dit « Mais maman, pourquoi il n'y a pas de chrétiens, de juifs et de musulmans dans Star Trek? Parce que c'est le futur, mon fils. » Voilà. Donc on va... je vois que l'heure tourne et donc on va donner le mot de la fin. En fait, Roddenberry a répondu à cette question-là. Il a répondu que oui, les gens étaient sûrement croyants dans Star Trek parce qu'ils pensent que l'humanité a fondamentalement un besoin de spiritualité, mais c'est comme le cul, c'est privé. Voilà. En fait, je vais laisser le mot de la fin à chaque auteur avant de conclure cette table ronde sur les minorités. Donc on va commencer par Luce. Tu as dit tout ce que tu as à dire, donc là, on va passer à ta voisine, Cindy. Peut-être à Sewell.
notamment qu'on puisse bientôt ne plus parler du mot minorité, tout simplement parce qu'il soit majoritaire dans chaque œuvre de fiction que nous lirons. Donc, à Vincent. Moi, je dirais quelque chose du même ordre que ce que dit Cindy. J'espère en arriver à un moment où la représentation de ces minorités, entre guillemets, dans la fiction, ça soit plus une minorité, et que les problématiques qui sont au centre de certaines œuvres, et des œuvres où justement ce sont ces minorités qui sont dans la thématique, dans la problématique, et bien que ces personnages-là soient juste des personnages dans des histoires, et que leur identité ne soit plus un problème. Et il nous restera la minorité de ceux qui ont le syndrome du chevalier blanc et qui se retrouvent sans rien à sauver. C'est terrible, votre affaire. Mince, il n'y a plus personne à sauver. L'affreux chevalier blanc. Bon, bah voilà, donc je vais dire merci au public, je vais dire merci à nos 4 auteurs, donc Jeanne, Vincent, Cindy et Luce. Quant à moi, je vais vous présenter 2 petites choses. Suite aux événements de l'année dernière, il y a un collectif qui s'est monté qui a fait un livre sur la liberté d'expression. Alors je sais que c'est pas vraiment le thème d'un salon de l'imaginaire, mais c'est un livre qui a voulu être vendu sans aucun profit. Donc il est vendu 2 € au prix de ça. Et c'est surtout parce que en fait l'illustrateur qui a fait la couverture, qui est aussi illustrateur de SF, est présent sur le salon. Donc c'est pour ça que je l'ai amené. Et autre petite chose aussi, parce que on parle en fait des minorités, des gens persécutés. Et en fait, il y a un prof de musique qui s'est dit que dans son collège, il allait offrir aux jeunes de son collège qui ne savent pas trop quoi faire parce que pas très bons en sport et donc décriés, et puis qui ont d'autres problèmes, notamment LGBT et autres, d'intégration, en fait de faire une web-série et de participer à la chorale. Donc ça a donné une série gratuite sur internet qui s'appelle Caliderson. Et voilà, je vous laisse profiter de cette table ronde pour saluer l'initiative. Voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup et puis je pense qu'on peut applaudir nos auteurs.